Sachant, docteur Anne Vivien, que la médecine a fait d'immenses progrès pour soulager la douleur, sachant qu'elle peut encore aller plus loin, pourquoi ne pas s'arrêter là? Puisque cela fait consensus, finalement, cette loi sur les soins palliatifs, pourquoi ne pas commencer par, au fond, permettre à tous les Français d'avoir accès à ces soins palliatifs, puisque cela met tout le monde d'accord, en tout cas à l'Assemblée, nous l'avons vu ces derniers jours? Parce que ça ne suffit pas et que ça ne suffira jamais. Nous sommes pour une aide à mourir demandée en pleine conscience, dans des conditions encadrées par une loi, par des malades atteints d'une affection grave et incurable. Mais nous sommes aussi pour un accès universel aux soins palliatifs. Tout ce que nous demandons, c'est que le malade en fin de vie ait la décision en son pouvoir et le choix. Le choix entre des soins palliatifs de qualité auxquels il doit pouvoir accéder partout en France, ce qui n'est pas le cas, on est bien d'accord. Donc nous, on demande ça aussi, mais ça ne suffira jamais. Il y aura toujours des cas où les personnes auront besoin et souhaiteront être aidées à mourir et pas être aidés à vivre dans des conditions dont ils ne veulent plus, parce que pour eux, cela représente des souffrances absolument intolérables. Alors sur ces conditions, je vous propose, avant de vous donner la parole, Philippe Juvin, d'écouter Michel Houellebecq. Il est intervenu dans une émission sur Le Figaro. Et ce qui est intéressant, alors on le sait, il ne cache pas son opposition à cette euthanasie. Et je vous propose d'écouter le rapport qu'il a pu avoir avec la mort et ce qu'il en pense. Écoutez-le. J'ai bien connu l'envie de mourir jeune. C'est l'envie de ne plus être à charge. Et donc le message des soins palliatifs, c'est non. Vous n'êtes jamais à charge. Tu n'es pas à charge. Alors, intéressant, pour lui, l'envie de mourir, c'est une envie de ne plus être à charge. Je le cite, nous avons donc deux médecins, dont vous, Philippe Juvin, en plateau. Est-ce que, effectivement, c'est ce que vous constatez? C'est-à-dire que je ne veux plus vivre parce que je suis aujourd'hui une charge pour la société. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous l'entendez dans votre service? Et je vous poserai la même question, docteur Vivien. Moi, j'observe plusieurs choses. D'abord, il y a 500 personnes tous les jours qui meurent en France alors qu'ils auraient dû avoir besoin de soins palliatifs et qui n'ont pas accès aux soins palliatifs. Et donc, une de mes craintes, moi, c'est que des gens demandent l'euthanasie par défaut parce qu'ils n'ont pas eu accès aux soins palliatifs. Il y a un chiffre qui n'est pas inintéressant, c'est que quand les gens sont admis en soins palliatifs, quand ils sont en fin de vie, et on va y revenir sur la question de la fin de vie, 3% demandent l'euthanasie. Quand ils arrivent, quand ils mettent le pied dans l'unité de soins palliatifs. 7 jours plus tard, il n'y a plus que 0,3% qui demandent l'euthanasie, c'est-à-dire l'injection létale ou l'administration létale. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en une semaine? En une semaine, on leur a apporté des réponses. On les a aidés. Et moi, en tant que médecin, là, pour le coup, ce que j'ai observé durant ma vie, c'est que j'ai eu des demandes de mort, mais ces demandes de mort, enfin, toutes celles que j'ai vues ont disparu quand on arrivait à apporter une réponse. Le vrai sujet, c'est que quand vous êtes en détresse psychologique ou en détresse de douleur physique intolérable, vous pouvez être amené, comme vous l'avez dit, à demander l'euthanasie. Et je pense que la bonne réponse de la société, c'est d'essayer de guérir ces souffrances. Puis il y a un dernier sujet, et puis la loi d'euthanasie qui nous est proposée, je veux le dire les choses, je l'ai apportée là. Elle est rédigée de telle manière qu'aujourd'hui, elle va s'appliquer à des gens qui ont potentiellement plusieurs années à vivre. Alors on va y revenir, parce que peut-être que effectivement cette loi, cette proposition de loi, elle est peut-être parfois floue et elle provoque beaucoup de questions. Peut-être que vous voulez, docteur Anne Vivien, répondre à Philippe Juvin, mais avant, je vous voyais, ma chère Laurence, je voyais, vous souhaitiez réagir. Non, c'est vrai, je trouvais que ce que vous disiez, Philippe Juvin, était pas très juste et que vous le dites avec des mots de professionnels. Et en même temps, dans ce documentaire, il me semble qu'on voit avec le regard de terrain, c'est-à-dire on voit ces gens qui souffrent, qui arrivent avec une souffrance et qui sont... et qui, une fois qu'ils sont accompagnés, ont ce désir de vie qui revient. Évidemment, c'est fragile. Évidemment que personne n'a envie de souffrir. Évidemment que le désir de vie, c'est fragile. Et que c'est quelque chose qui demande d'être accompagné. Voilà. Et je vais peut-être aussi, docteur, vous poser cette question, plus une question de sémantique. Lorsqu'on parle de mourir dignement, cela veut dire quoi, très concrètement, puisqu'on connaît des gens en pleine forme qui sont indignes et puis des gens... qui vont mourir et qui sont tout à fait dignes finalement. Qu'est-ce que vous entendez par mourir dignement? Effectivement, aujourd'hui, c'est ne plus souffrir, Non, pour nous, la dignité, c'est une notion individuelle. Chacun a sa notion de sa propre dignité. Et pour nous, l'essentiel,
pour une fin de vie et pour une personne extrêmement malade, c'est de lui laisser la dignité de décider pour elle-même, de ne pas l'influencer, de ne pas décider à sa place, que ce ne soit pas les médecins tout-puissants qui puissent dire qu'elle doit vivre si cette personne estime que sa vie se déroule dans des conditions inacceptables pour elle. C'est ça pour nous la dignité, c'est la possibilité de décider pour soi-même jusqu'au bout et d'être écouté, entendu et aidé éventuellement par les médecins. Ce que je vous propose, c'est que nous revenions sur ce projet de loi sur l'aide à mourir qui suscite de vifs débats éthiques. On entend deux points de vue et c'est ça aussi qui est intéressant. Une version provisoire du texte a néanmoins été adoptée. Elle détaille notamment, on va aller voir à l'antenne, les conditions d'accès à l'aide à mourir. Parmi elles, alors vous le voyez, être âgé d'au moins 18 ans, être français ou résident en France, être atteint d'une infection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, cette dernière provoquant une souffrance physique ou psychologique réfractaire au traitement ou insupportable, et être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. David Corsero, vous avez travaillé sur ce projet de loi. On peut tout de même voir que l'encadrement est assez flou, puisque quand je lis être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale, finalement, ça englobe beaucoup de situations. Oui, mais c'est bien prescrit par les médecins. Les médecins vont donner leur validation, leur attitude, et pas qu'un médecin. Il me semble que dans le projet de loi, il y a plusieurs médecins qui doivent pouvoir le donner. Mais justement, on va en parler. Oui, mais le projet de loi, vous pourrez l'amender encore. Et c'est vraiment l'idée. L'idée, c'est de se dire qu'il n'y a pas un médecin qui donne son avis. Il y a plusieurs, enfin, à mon sens, j'explique, qui doivent pouvoir donner leur avis sur le cas du patient. Et si tous les médecins sont d'accord, eh ben, on rentre dans cette grille qui est faite. L'idée aujourd'hui, c'est aussi la loi. La dernière loi, elle doit de quasiment 9 ans. Aujourd'hui, les mentalités ont changé. Le process médical aussi a changé. Beaucoup de choses ont avancé. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est aussi un acte de liberté individuelle. Si chacun a décidé dans ces cadres-là de pouvoir se dire qu'il souhaite partir, il faut le laisser partir. Je m'adresse au médecin, Philippe Juvin, effectivement, lorsque je dis qu'il me semble en tout cas qu'il y a des limites assez floues. Dans cette loi, ça veut dire quoi être atteint d'une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale? Quand on est médecin, ça englobe le quoi, pour être très précis, bien comprendre de quoi on parle? Le problème, c'est que ce texte, il englobe des centaines de milliers de patients potentiellement. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui a une insuffisance rénale, qui est dialysé 3 fois par semaine. Il y a 100 000 personnes qui ont une dialyse 3 fois par semaine, en attente d'une greffe, qui parfois ne vient pas. Ils ont une affection grave, incurable, on ne peut pas la guérir, et en phase terminale. Ils remplissent les critères. Les insuffisants rénaux remplissent les critères. Les gens qui ont une dépression sévère, c'est une maladie, la dépression, un syndrome dépressif majeur, c'est incurable, c'est grave. Vous faites des tentatives de suicide, ça engage le pronostic vital, et vous pouvez la voir en phase avancée si vous faites multiples tentatives de suicide. Donc en fait, dans un texte d'il y a 1 an, la loi prévoyait qu'il y avait un pronostic vital engagé à court terme. On voyait à peu près ce que c'était, ou à moyen terme, mais là déjà il y avait des débats parce qu'on ne savait pas ce que ça voulait. Là ça a disparu. Et donc ce texte, il va permettre, je veux vraiment que les choses soient comprises, ce texte tel qu'il est écrit, mais vous avez raison, on pourra l'amender, en tout cas je l'espère, mais c'est mal parti, compte tenu de l'ambiance à l'Assemblée. Ce texte, il prévoit en fait qu'on va pouvoir proposer l'euthanasie, enfin des gens vont pouvoir demander l'euthanasie, alors qu'ils ont plusieurs années à vivre. Par exemple, une femme avec un cancer de 40 ans avec un cancer du sein avec des métastases osseuses d'emblée, elle est éligible à de la chimiothérapie, à de l'immunothérapie. Elle va pouvoir vivre pour un tiers d'entre elles plus de 5 ans. Eh bien, elles auront le droit de demander d'emblée, si elles ont des souffrances importantes qu'elles déclareront elles-mêmes comme étant insupportables, donc c'est très subjectif, elles ont le droit de demander l'euthanasie. Et vous avez dit, il y a plusieurs médecins, non, en réalité, c'est ça aussi, c'est le deuxième point, ça va être une procédure très expéditive, parce que vous pourrez ne voir qu'un seul médecin, tout et pour tout, durant toute la procédure, vous ne pourrez rencontrer qu'un seul médecin. Celui-ci doit demander l'avis à un deuxième médecin qui n'est pas obligé de vous examiner, donc physiquement, la loi est ainsi faite, il faut lire les choses, vous ne pourrez voir qu'un seul médecin. Dans une procédure qui sera expéditive, puisque entre le moment où vous voyez le médecin et le médecin doit décider, il se passe entre 0 et 15 jours. Le médecin, il a entre 0 et 15 jours pour vous répondre, c'est-à-dire il peut vous dire oui tout de suite, il peut vous dire oui dans 15 jours,
Et une fois qu'il vous a donné sa réponse, vous avez 48 heures de réflexion, sauf si le médecin décide que ça peut être moins. Donc en gros, c'est entre 0 et 17 jours, un seul médecin. Voilà. Alors vous vouliez répondre, docteur Anne Vivien, et puis on réécoutera. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Allez-y, exprimez. Non, sur la dernière phrase, pour le reste, tout se discute. Mais sur la dernière... mais tout se discute. Votre interprétation se discute aussi, votre analyse se discute aussi. Ce que je veux dire, c'est que quand vous dites que en 48 heures, le médecin peut décider que c'est une urgence et que donc on ne doit pas respecter le délai de 48 heures. Dans le texte de la proposition de loi actuelle, c'est pas le médecin qui décide, c'est le malade qui demande. Et le médecin qui éventuellement accepte. C'est pas du tout la même chose. Ensuite, vous voulez que je vous lise le texte ? Je l'ai lu, je le connais très bien. Peut-être que pour les gens comprennent. Non, mais ils comprendront. Ils comprendront. Il suffit qu'ils le lisent. S'ils ont le temps, ils le liront. En tout cas, c'est ça qui est écrit. C'est-à-dire que normalement, le délai de réflexion du malade à partir du moment où le médecin a donné son accord à sa demande ne peut pas être inférieur à 48 heures. Alors pour que nous nous mettions d'accord, je vais lire. Je vais souligner et je vais lire dans ces cas-là. Toutefois, ce délai de 48 heures peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime, si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité. Donc vous êtes entre 0 et 15 jours plus 48 heures. Je veux dire, en Belgique, je crois que c'est 1 mois, au Canada 3 mois. Non. Pardonnez-moi. De toute façon, c'est minimum 48 heures. C'est minimum 48 heures. Ensuite, le malade a jusqu'à 3 mois pour réfléchir. Mais non. Minimum 48 heures. De toute façon, c'est le malade qui demande. Le problème, c'est que dans tout ce que vous dites, ce qui vous gêne le plus, c'est que ce soit le malade qui décide. Et moi, je ne suis pas d'accord pour que ce soit le médecin qui décide. Pourtant, je suis médecin. Mais les droits des malades, ils existent depuis la loi Kouchner. Les droits des malades, ils n'existaient pas avant. En 2002, la loi Kouchner a donné des droits aux malades. En 2002, la Belgique a autorisé l'euthanasie. Donc nous, on a, en moment où la Belgique a parlé d'euthanasie et dépénaliser l'euthanasie, on en était juste à envisager que le malade avait des droits. Alors, je trouve que ça suffit. Donc pour une équité, on va laisser parler le docteur Philippe Juvin, pour un temps de parole équitable. Donc les gens ont compris que le médecin il doit décider entre 0 et 15 jours. Pardon, c'est un peu expéditif. À la demande du patient. 0 et 15 jours. Et le patient, il en a vu des dizaines de médecins autres avant. Et il voit un seul médecin physique. Non. Il peut ne voir qu'un seul médecin en pratique. Article mais 5. vous, en tant que médecin, vous demanderiez avis à un de vos confrères. Oui, mais donc il y aura bien deux avis. Mais un deuxième avis, et le confrère peut ne pas vous examiner. Donc physiquement, quand vous demandez l'euthanasie, vous pouvez ne rencontrer qu'un seul médecin. C'est ça qui est dit. Ça vous gêne, mais c'est ça la réalité. Non, mais il a déjà rencontré plein de médecins. Point sur la liberté, parce que ce que dit madame est tout à fait vrai après tout. La liberté. Moi, je pense que la question de la liberté, elle est fondamentale, et je me pose la question. Est-ce qu'on est toujours libre quand on est malade et qu'on fait un choix ? Est-ce qu'on est libre quand on fait une dépression majeure ? Les psychiatres savent que non. Est-ce qu'on est libre quand on n'a personne pour vous aider à vous laver ou à manger ? Vous voyez, quand on est pauvre et isolé, eh bien, on est face à la maladie, on est plus sensible. D'ailleurs, dans l'Oregon, ce sont d'abord les gens pauvres qui sont euthanasiés. Et ce qui est intéressant, ce débat, c'est qu'on voit effectivement que c'est flou, qu'on a du mal à se mettre d'accord finalement sur l'encadrement de cette proposition de loi. Laurence de Charette, c'est effectivement peut-être faudrait-il resserrer, proposer un autre texte, puisque là, il y a encore du flou. Eh ben, écoutez, en fait, moi, ce que je trouve qui est très marquant et qui apparaît tout de suite à cette discussion, c'est à quel point on peut dire, c'est en fait à quel point le texte a changé depuis le début. C'est-à-dire, on nous a dit, quand l'euthanasie est arrivée, d'ailleurs, on l'a pas appelé euthanasie parce que ça, c'est un gros mot qu'il ne faut pas prononcer. Et donc ça, je pense que déjà, quand on ne peut pas nommer les choses, c'est qu'il y a quelque chose qui nous terrifie derrière, ou qui nous fait peur, ou quelque chose qui nous tourmente, je dirais. Et on nous a dit, c'est un texte d'exception, ce sera une loi française, ce sera vraiment. Et puis on s'aperçoit qu'on est là aujourd'hui avec un texte. Vous pouvez débattre sur tel alinéa. Globalement, ce texte, c'est l'un des plus permissifs au monde. On l'a comparé avec ce qui existe à droite à gauche. Et vous citiez tout à l'heure la Belgique. La Belgique, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire, chaque texte part d'une frontière qui n'est faite que pour être repoussée. Aujourd'hui, la Belgique accepte l'euthanasie pour les mineurs. Donc à chaque fois, on part des majeurs, on arrive aux mineurs. On part des maladies, des souffrances physiques, on arrive aux souffrances psychiques. On part d'une décision collégiale, on arrive à des procédures expéditives. L'euthanasie en soi, dire que c'est une procédure exceptionnelle, c'est un oxymore. Parce que si vous considérez que c'est un droit, de quel droit le refuseriez-vous à quelqu'un ? Et l'autre chose que je voudrais vraiment ajouter qui est extrêmement importante, c'est qu'on dit que c'est une liberté personnelle. Et ça, je crois que c'est une erreur, parce que
la liberté personnelle, c'est de ce qu'on fait de sa vie. Mais ce qu'on demande à la société, c'est tout à fait autre chose. Et donc, le fait que la société prenne en charge l'organisation, l'administration de la mort, c'est complètement autre chose. Et ça fait basculer dans un autre raisonnement. Et c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire où forcément naît cette interrogation de chacun. Est-ce que finalement, je suis bien légitime à continuer à vivre? Donc ça inverse toute la logique et on sort d'un monde de la solidarité. C'est tout à fait une autre logique. Dans certains départements, il faut 4 à 6 mois pour avoir une consultation de lutte contre la douleur. 4 à 6 mois. Oui. Et donc, en fait, il va être plus facile aussi d'obtenir ça que d'une consultation pour la douleur. Il faut qu'on se rende compte quand même qu'il sera plus facile d'obtenir l'euthanasie qu'une consultation pour la douleur. C'est quand même incroyable. Je vous propose d'écouter Michel Houellebecq, justement, qui comparait cette proposition de loi au système américain. Et il préfère, même s'il est opposé à l'euthanasie, ce système américain. Écoutez-le. Alors, les Américains, c'est une loi par État, mais en fait, ils ont tous à peu près copié sur l'Oregon, qui est le premier État. Donc, déjà, ça consiste à donner un poison à quelqu'un. Déjà, le poison est délivré par un médecin. Il y a 2 médecins même qui interviennent parce qu'il faut un diagnostic de mort proche, quoi. On sait avec les réserves qu'on a là-dessus, mais le patient doit renouveler 2 fois sa demande, une fois, enfin avec des témoins. C'est très encadré quand même. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire, on fournit le poison. Personne ne peut donner le poison, même si quelqu'un. D'ailleurs, c'est interdit de le donner à quelqu'un qui n'a pas les moyens de le administrer. D'accord. Donc voilà, c'est ce cadre-là, l'aide américaine à mourir. Bon, et là, effectivement, je suis moins contre. Oui. Voilà, un cadre américain, c'est ça. En fait, il fait référence à l'Oregon. Dans l'Oregon, vous voulez mourir, donc vous venez me voir, je suis médecin, vous avez toutes les conditions, je vous fais l'ordonnance. Vous allez chez le pharmacien qui vous délivre la petite pilule, vous rentrez chez vous, vous l'avalez. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que la moitié des gens mettent la pilule dans la table de nuit et ne l'avalent pas. Et alors, je voulais vous interroger, docteur Vivien, sur ce fameux serment d'Hippocrate, puisque on en parle régulièrement, bien avant d'ailleurs, puisque souvent on dit que c'est ceux qui sont opposés à l'euthanasie, c'est en général les cathos, c'est un combat de cathos, pas forcément, puisque depuis la nuit des temps, finalement, les penseurs étaient plutôt contre cette idée d'euthanasie au fond, et bien avant Jésus-Christ d'ailleurs. Donc est-ce que il y a tout de même pas, c'est une question hyper importante, est-ce qu'il n'y a pas une bascule civilisationnelle? C'est aussi la crainte qu'on entend également, docteur. Bon, dans les civilisations, il y a eu le stoïcisme aussi, où le suicide était au contraire préconisé. Donc ça ne date pas de la nuit des temps. Ensuite, le serment d'Hippocrate, lui par contre, il date du 3e ou 4e siècle avant Jésus-Christ. Et franchement, la médecine n'avait rien à voir avec ce qu'elle est maintenant. Bien entendu, l'interruption de grossesse était tout à fait interdite aussi. Et par contre, il y a dans les termes du serment d'Hippocrate des phrases entières qui sont parfaitement applicables et qui sont « je ne prolongerai pas inutilement l'agonie ». Et je soulagerai toutes les souffrances qu'il est en mon pouvoir de soulager. Donc ça, c'est les termes du serment d'Hippocrate. Maintenant, dire « je ne provoquerai pas volontairement la mort », ça, c'est de l'époque d'Hippocrate peut-être, mais on a depuis fait des progrès absolument énormes en médecine. Et si ce terme « je ne provoquerai pas volontairement la mort » était encore adapté il y a des dizaines d'années, maintenant les progrès de la médecine sont tels que des maladies, c'est ça, attendez, des maladies qui étaient les maladies graves étaient mortelles dans un délai relativement rapide. Maintenant, on entend tous parler de longue maladie. Qui dit longue maladie, dit longue fin de vie. Et quand on parle de stade avancé ou terminal, bien sûr que ça ne peut pas se définir en nombre de jours ou en nombre de mois. On ne peut pas dire la mort va survenir dans tant de semaines ou dans tant de mois. Donc c'est pas une loi sur la fin de vie, c'est une loi sur la mort. Même sur en nombre d'années. Hein. Donc la fin de vie, c'est une dimension, c'est une durée qui ne peut pas être limitée de façon très stricte.
c'est évident. Mais par contre, une longue fin de vie et une phase avancée, on peut quand même raisonnablement penser que ça veut dire c'est le moment où la maladie qu'on a pu juguler ou maintenir à un stade où les souffrances sont supportables, arrive à un stade où elle empiète sur la qualité de vie quotidienne des personnes. Mais dans la vraie vie, est-ce qu'il n'y a pas ce risque de voir des personnes âgées? On sait qu'on est dans une société très individuelle et beaucoup sont seuls. Et est-ce que certains vont pas se dire, bon, au fond, je souffre surtout psychologiquement de solitude et je vais être à charge, donc au fond, pourquoi pas? Et je vais mettre les pieds dans le plat, question tabou, et il n'y a pas un aspect économique. La question peut se poser. On a le sentiment que ça s'interdit, mais... D'ailleurs, elle a déjà été étayée. La Fondapol a fait une étude qui montre très bien à travers le monde comment les gens les plus démunis sont surreprésentés parmi ceux qui demandent l'euthanasie dans les pays où elle existe. Et c'est une évidence que, puisque vous parlez de qualité de vie, votre qualité de vie est moindre quand vous ne pouvez pas l'agrémenter, par exemple, d'un fauteuil électrique et d'une aide. Et d'aide, etc. Donc ça a déjà été tout à fait étayé. Et c'est évidemment un des dangers majeurs. Tout le monde n'a pas Omar Sy pour vous pousser dans le fauteuil, vous savez, dans le film oui. d'Omar Sy. Tout le monde n'a pas une aide comme ça. Non, moi, ma crainte, si vous voulez, c'est que, puisque désormais on est sur une euthanasie qui peut être délivrée pour des gens qui ont quelques années à vivre potentiellement devant eux, pas forcément, mais aussi, c'est que des gens demandent l'euthanasie par défaut d'accès aux soins palliatifs, par pauvreté ou par défaut, par isolement. Par solitude, oui, bien sûr. Vous savez, le nombre de gens qui vous disent « je ne sers plus à grand-chose, à quoi bon », etc. Et je pense que la société devrait faire une réponse positive en disant on va essayer de vous aider plutôt qu'on va vous... Docteur, j'ai une question. Légaliser l'aide à mourir, finalement, cela ne vous enlève rien. Et je mets en avant, vous pourriez mettre en avant votre clause de conscience. On l'entend aussi, cet argument. Donc, vous répondez quoi Oui, non, mais moi, je vous parle comme député, pas seulement comme médecin. Je pense à tous ceux qui risquent de demander l'euthanasie parce qu'ils auront l'impression que c'est la seule solution. Alors que je pense que la société, face à des situations de détresse, doit tenter d'apporter des solutions. Reprenez le chiffre que je vous ai donné au début de cette interview. Les gens arrivent en soins palliatifs, 3% demandent la mort. Une semaine plus tard, ils sont plus que 0,3%. Qu'est-ce qui s'est passé, à votre avis, en une semaine? Pourquoi on est passé de 3 à 0,3%? Quand vous dites que ça n'enlève rien, parce qu'il y a eu des... Et parce que la demande de mort, elle est fluctuante. On arrive au terme de ce débat. Peut-être une dernière réflexion. Laurence de Charette, docteur, je vous donnerai la parole également. Peut-être un dernier mot pour conclure. Vous dites que ça n'enlève rien. Je crois justement que non, c'est ça le problème. Le vrai problème, c'est cette inversion qui est un faux choix, puisqu'il inverse la réflexion et chacun va devoir se demander s'il est légitime à vivre, s'il n'est pas un poids, etc. Et par ailleurs, je trouve que... Et ce qu'on a essayé de faire dans ce documentaire, c'est que... il ne faut pas toujours présenter les gens en fin de vie comme un fardeau. Et je pense que ces bénévoles qui viennent au chevet, c'est quelque chose de réconfortant et que la société a besoin de réconfort. Le documentaire tout à fait réconfortant également, je le souligne, puisque cela m'a profondément marqué. Docteur Anne Vivien, peut-être une réponse à ce risque qui a été évoqué sur ce plateau, c'est-à-dire peut-être que des citoyens français vont se dire je ne sers plus à rien, je suis dans mon lit, tout seul, eh bien autant... que j'en finisse. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus croire que les médecins n'ont aucune éthique, aucune morale, et qu'il suffira de leur demander d'être aidés à mourir pour qu'ils l'acceptent. Vous ne faites pas confiance à la conscience professionnelle de nos confrères. Je veux dire, si les gens se sentent inutiles, ils ont le droit de demander. Tous les médecins ont le droit, d'abord, le devoir de les informer parfaitement sur tous les moyens qu'on peut mettre à leur disposition pour améliorer leur qualité de vie, pour soulager leur souffrance et leur proposer toutes les possibilités. Alors quand ces personnes-là auront été très très bien informées, comme vous le disiez, moi les chiffres que j'ai dans d'autres études, c'est pas de 3 à 0,3%. Les demandes de mort en soins palliatifs restent pour la moitié des personnes qui l'avaient demandé au début, 15 jours après. La moitié des personnes continuent à le demander, sans compter ceux qui sont morts. Et par-dessus le marché, quand on est en soins palliatifs dans une unité où on vous dit dès le départ qu'il est impossible de vous aider à mourir parce que c'est interdit et que c'est pas la loi en France, bien entendu qu'on ne s'acharne pas à demander une aide à mourir, on sait que ça sert à rien.